Bonjour, bonsoir plutôt, puisque chez moi ici c'est le soir, vous n'aurez pas l'heure qui sera indiquée sur la vidéo que vous allez voir, mais il est à peu près aux alentours de minuit et j'avais envie de vous proposer une lecture. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est très désorganisé, les lectures que je fais. Et quand j'ai commencé cette chaîne, c'était une lecture par semaine, il y avait une forme de régularité, tout ça. Et bon, bah, c'est plus trop possible depuis un certain temps. Voilà, j'ai divers soucis de santé qui font que à certains moments je suis OK, à d'autres moments je ne le suis pas. Donc voilà, ça prend un peu le temps que ça prend. Et puis ça arrive au moment où ça arrive, hein. Alors, je vais en profiter d'ailleurs parce que on me demande en fait, pourquoi je fais des lectures orales et je trouve que c'est une question intéressante. Pourquoi on aime lire oralement. euh, Je ne fais pas une chaîne dans laquelle je parle de littérature. Parce que je suis incapable. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a cette qualité-là. Mais par contre, j'éprouve des émotions intenses à faire parler la littérature. Donc en fait, simplement je donne une voix à ce texte, à ces mots qui sont imprimés, qui sont là dans le silence d'une lecture intime, et, et leur donner voix, c'est une façon de les incarner, ces mots, de leur donner un corps, de leur donner un être qui agit sur moi euh, d'une manière forte. C'est quelque chose qui m'apporte quelque chose, je ne saurais pas trop dire quoi. Ça m'apporte un contact supplémentaire avec le texte, et derrière le texte, c'est la personne qui a écrit ce texte, c'est cette pensée qui est en action dans ce texte. Le fait d'y apporter un son, une temporalité aussi, parce que la temporalité de la lecture intérieure n'est pas du tout la même. Il y a quelque chose d'un peu factice, évidemment, parce que c'est moi qui donne un ton à quelqu'un d'autre qui forcément n'avait pas ce ton. Mais finalement, peu importe. L'important dans l'appropriation, c'est qu'on on fait corps avec la chose que l'on s'approprie. J'aime beaucoup chanter des chansons, vous avez pu le remarquer aussi si vous suivez un peu les posts que je fais. Euh, voilà, il m'arrive assez souvent de prendre la guitare et de chanter une chanson de tel ou tel auteur, autrice, compositeur, compositrice. Euh, J'aime ça parce qu'il y a il y a une rencontre qui se fait à ce moment-là. C'est peut-être, c'est même très, très proche de ce que ressentent les comédiens. Je me sens assez proche, moi, du personnage du comédien qui apprend un texte et qui le dit. Et en fait, c'est pas juste ça. C'est aussi soi-même prendre une partie de, de cet auteur, de cette autrice qu'on est en train d'incarner, à qui on va donner vie dans le moment de l'action. C'est s'en nourrir, c'est devenir un peu cette personne pour un moment, c'est lui faire une place en soi. Et moi, cette place que je fais aux auteurs et aux autrices en moi, elle passe aussi par l'oralisation de, de leur texte. Une éditrice que je respecte beaucoup m'avait dit il y a longtemps, quand je commençais à écrire, je lui avais soumis un premier manuscrit, et elle m'avait dit qu'elle aimait bien mon texte, mais que j'étais trop dans l'oralité. Et c'est vrai, j'y suis terriblement dans l'oralité, j'ai besoin de ça. Et donc, pour moi, l'appropriation, enfin la vie d'un texte littéraire, la vie que va avoir en moi un texte littéraire, eh bien, elle ne passe pas systématiquement par la littérature, par la lecture orale, parce que je ne fais pas des lectures orales de tout ce que je lis, mais les lectures que j'aurais faites oralement, elles auront une façon de rester en moi qui n'est pas tout à fait la même que les lectures qui ne sont pas passées par ce traitement-là.
Donc, je vous remercie beaucoup de les écouter, mes petites lectures, parce qu'au fond, dans tout ce que je viens de dire, ce qu'il ressort, c'est que je les fais quand même principalement pour moi. Mais je crois aussi beaucoup en l'échange et au partage, et ce que l'on fait pour soi, c'est-à-dire, pour le préciser, ce que l'on fait pour se faire du bien à soi, et bien forcément, il y a quelque chose qui s'en transmet, puisque c'est une générosité. C'est une générosité qu'on s'accorde à soi-même. Et la générosité, elle est universelle. Quand on se l'accorde à soi, on l'accorde forcément aux autres. Donc, dans ce sens-là, c'est un geste de partage. Parce que s'il n'y avait pas des gens derrière cette caméra pour écouter ce que je suis en train de dire, je ne le ferais pas. Je ne ferais pas. Il m'arriverait probablement de lire pour moi, mais plus à la manière du gueuloir de Flaubert, quand on est en train d'écrire quelque chose et qu'on veut voir comment ça sonne, c'est plus comme ça. Non, la lecture comme celle que je vous propose sur cette chaîne, c'est vraiment de l'ordre du partage, même si, fondamentalement, ça me nourrit profondément. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur la littérature, j'en fais un peu, j'en lis un peu, c'est tout ce que je suis capable de faire là-dedans. Et c'est un grand plaisir pour moi de le partager avec vous. Aujourd'hui, je vais partager un texte de Marguerite Yourcenar, issu des Nouvelles Orientales. J'ai choisi la toute première nouvelle de ces Nouvelles Orientales, qui s'appelle « Comment Wang Fu fut sauvé ». J'ai longtemps hésité et j'avais très envie de lire un chapitre de l'œuvre noire qui s'appelle L'Abîme, qui est un chapitre central du livre qui est absolument extraordinaire. Moi, j'aime énormément. Peut-être que je le ferai un jour. Après, c'est compliqué parce qu'il s'agit justement d'une partie d'une œuvre, et pour les personnes qui écouteraient la lecture avant d'avoir lu le livre, et bien forcément, ça dévoile des choses, ça n'est pas forcément une très bonne idée. Donc peut-être que si un jour je le fais, je préviendrai, attention, spoil, lecture réservée à ceux qui ont déjà lu le livre, pour le plaisir de retrouver ce passage-là sur une oralisation. Mais voilà, disons que pour l'instant, je n'ai pas réglé ce dilemme en moi. Mais par contre, j'aime énormément Marguerite Yourcenar et j'avais vraiment envie de faire une lecture d'un de ses textes. Donc, ces petites nouvelles orientales, elles tombent très bien. Surtout qu'en plus, celle-ci, Comment Wang Fu fut sauvé, elle résonne avec un des livres que j'ai écrit. Et le sauvetage de l'humain, il passe par le même vecteur. Donc ça m'a énormément touché quand j'avais découvert cette nouvelle, bien après avoir écrit mon livre, et d'y retrouver comme une forme de salut de loin, de fraternité. Voilà. Le vieux peintre Wang Fu et son disciple Ling erraient le long des routes du royaume de Han. Ils avançaient lentement, car Wang Fu s'arrêtait la nuit pour contempler les astres, le jour pour regarder les libellules. Ils étaient peu chargés, car Wang Fu aimait l'image des choses, et non les choses elles-mêmes, et nul objet au monde ne lui semblait digne d'être acquis, sauf des pinceaux, des pots de laque et d'encre de Chine, des rouleaux de soie et de papier de riz. Ils étaient pauvres, car Wang Fu troquait ses peintures contre des rations de bouillie de millet et dédaignait les pièces d'argent. Son disciple Ling, pliant sous le poids d'un sac plein d'esquisses, courbait respectueusement le dos comme s'il portait la voûte céleste, car ce sac, aux yeux de Ling, était rempli de montagnes sous la neige, de fleuves au printemps et de visages de la lune d'été. Ling n'était pas né pour courir les routes aux côtés d'un vieil homme qui s'emparait de l'aurore et captait le crépuscule. Son père était changeur d'or. Sa mère était l'unique enfant d'un marchand de jade qui lui avait légué ses biens en la maudissant parce qu'elle n'était pas un fils. Ling avait grandi dans une maison d'où la richesse éliminait les hasards. Cette existence, soigneusement calfeutrée, l'avait rendu timide.
Il craignait les insectes, le tonnerre et le visage des morts. Quand il eut 15 ans, son père lui choisit une épouse, et la prit très belle, car l'idée du bonheur qu'il procurait à son fils le consolait d'avoir atteint l'âge où la nuit sert à dormir. L'épouse de Ling était frêle comme un roseau, enfantine comme du lait, douce comme la salive, salée comme les larmes. Après les noces, les parents de Ling poussèrent la discrétion jusqu'à mourir, et leur fils resta seul dans sa maison peinte de cinabre, en compagnie de sa jeune femme qui souriait sans cesse et d'un prunier qui chaque printemps donnait des fleurs roses. Ling aima cette femme au cœur limpide comme on aime un miroir qui ne se ternirait pas, un talisman qui protégerait toujours. Il fréquentait les maisons de thé pour obéir à la mode et favorisait modérément les acrobates et les danseuses. Une nuit dans une taverne, il eut Wang Fo pour compagnon de table. Le vieil homme avait bu pour se mettre en état de mieux peindre un ivrogne. Sa tête penchait de côté comme s'il s'efforçait de mesurer la distance qui séparait sa main de sa tasse. L'alcool de riz déliait la langue de cet artisan taciturne, et Wang, ce soir-là, parlait comme si le silence était un mur et les mots des couleurs destinés à le couvrir. Grâce à lui, Ling connut la beauté des faces de buveurs estompées par la fumée des boissons chaudes, la splendeur brune des viandes inégalement léchées par les coups de langue du feu et l'exquise roseur des taches de vin parsemant les nappes comme des pétales fanés. Un coup de vent creva la fenêtre, l'averse entra dans la chambre. Wang Fo se pencha pour faire admirer à Ling la zébrure livide de l'éclair et Ling, émerveillé, cessa d'avoir peur de l'orage. Ling paya l'écho du vieux peintre. Comme Wang Fo était sans argent et sans hôte, il lui offrit humblement un gîte. Ils firent route ensemble. Ling tenait une lanterne. Sa lueur projetait dans les flaques des feux inattendus. Ce soir-là, Ling apprit avec surprise que les murs de sa maison n'étaient pas rouges comme il l'avait cru, mais qu'ils avaient la couleur d'une orange prête à pourrir. Dans la cour, Wang Fo remarqua la forme délicate d'un arbuste auquel personne n'avait prêté attention jusque-là et le compara à une jeune femme qui laisse sécher ses cheveux. Dans le couloir, il suivit avec ravissement la marche hésitante d'une fourmi le long des crevasses de la muraille et l'horreur de Ling pour ces bestioles s'évanouit. Alors, comprenant que Wang Fo venait de lui faire cadeau d'une âme et d'une perception neuve, Ling coucha respectueusement le vieillard dans la chambre où ses pères et mères étaient morts. Depuis des années, Wang Fo rêvait de faire le portrait d'une princesse d'autrefois jouant du luth sous un saule. Aucune femme n'était assez irréelle pour lui servir de modèle, mais Ling pouvait le faire, puisqu'il n'était pas une femme. Puis Wang Fo parla de peindre un jeune prince tirant à l'arc au pied d'un grand cèdre. Aucun jeune homme du temps présent n'était assez irréel pour lui servir de modèle, mais Ling fit poser sa propre femme sous le prunier du jardin. Ensuite, Wang Fo la peignit en costume de fée parmi les nuages couchants, et la jeune femme pleura car c'était un présage de mort. Depuis que Ling lui préférait les portraits que Wang Fo faisait d'elle, son visage se flétrissait comme la fleur en butte au vent chaud et aux pluies d'été. Un matin, on la trouva pendue aux branches du prunier rose. Les bouts de l'écharpe qui l'étranglait flottaient mêlés à sa chevelure. Elle paraissait plus mince encore que d'habitude, et pure comme les belles célébrées par les poètes des temps révolus. Wang Fo la peignit une dernière fois car il aimait cette teinte verte dont se recouvre la figure des morts. Son disciple Ling broyait les couleurs et cette besogne exigeait tant d'application qu'il oubliait de verser des larmes. Ling vendit successivement ses esclaves, ses jades et les poissons de sa fontaine pour procurer au maître des pots d'encre pourpre qui venaient d'Occident. Quand la maison fut vide, ils la quittèrent, et Ling ferma derrière lui la porte de son passé. Wang Fo était las d'une ville où les visages n'avaient plus à lui apprendre aucun secret de laideur ou de beauté, et le maître et le disciple vagabondèrent ensemble sur les routes du royaume de Han. Leur réputation les précédait dans les villages.
au seuil des châteaux forts et sous les porches des temples où les pèlerins inquiets se réfugiaient au crépuscule. On disait que Wang Fo avait le pouvoir de donner la vie à ses peintures par une dernière touche de couleur qu'il ajoutait à leurs yeux. Les fermiers venaient le supplier de leur peindre un chien de garde, et les seigneurs voulaient de lui des images de soldats. Les prêtres honoraient Wang Fo comme un sage. Le peuple le craignait comme un sorcier. Wang se réjouissait de ces différences d'opinion qui lui permettaient d'étudier autour de lui des expressions de gratitude, de peur et de vénération. Ling mendiait la nourriture, veillait sur le sommeil du maître et profitait de ses extases pour lui masser les pieds. Au point du jour, quand le vieux dormait encore, il partait à la chasse de paysages timides dissimulés derrière des bouquets de roseaux. Le soir, quand le maître, découragé, jetait ses pinceaux sur le sol, il les ramassait. Lorsque Wang était triste et parlait de son grand âge, Ling lui montrait en souriant le tronc solide d'un vieux chêne. Lorsque Wang était gai et débitait des plaisanteries, Ling faisait humblement semblant de l'écouter. Un jour, au soleil couchant, ils atteignirent les faubourgs de la ville impériale, et Ling chercha pour Wang Fo une auberge où passer la nuit. Le vieux s'enveloppa dans des loques, et Ling se coucha contre lui pour le réchauffer, car le printemps venait à peine de naître et le sol de terre battue était encore gelé. À l'aube, des pas lourds retentirent dans les corridors de l'auberge. On entendit les chuchotements effrayés de l'hôte et des commandements criés en langue barbare. Ling frémit, se souvenant qu'il avait volé la veille un gâteau de riz pour le repas du maître. Ne doutant pas qu'on s'en vint l'arrêter, il se demanda qui aiderait demain Wang Fo à passer le gué du prochain fleuve. Les soldats entrèrent avec des lanternes. La flamme filtrant à travers le papier bariolé jetait des lueurs rouges ou bleues sur les casques de cuir. La corde de l'arc vibrait sur leur épaule et les plus féroces poussaient tout à coup des rugissements sans raison. Ils posèrent lourdement la main sur la nuque de Wang Fo, qui ne put s'empêcher de remarquer que leurs manches n'étaient pas assorties à la couleur de leur manteau. Soutenu par son disciple, Wang Fo suivit les soldats en trébuchant le long des routes inégales. Les passants attroupés se gaussaient de ces deux criminels qu'on venait sans doute décapiter. À toutes les questions de Wang, les soldats répondaient par une grimace sauvage. Ses mains ligotées souffraient et Ling, désespéré, regardait son maître en souriant, ce qui était pour lui une façon plus tendre de pleurer. Ils arrivèrent sur le seuil du palais impérial, dont les murs violets se dressaient en plein jour comme un pan de crépuscule. Les soldats firent franchir à Wang Fo d'innombrables salles carrées ou circulaires dont la forme symbolisait les saisons, les points cardinaux, le mâle et la femelle, la longévité, les prérogatives du pouvoir. Les portes tournaient sur elles-mêmes en émettant une note de musique, et leur agencement était tel qu'on parcourait toute la gamme en traversant le palais de l'est au couchant. Tout se concertait pour donner l'idée d'une puissance et d'une subtilité surhumaine, et l'on sentait que les moindres ordres prononcés ici devaient être définitifs et terribles, comme la sagesse des ancêtres. Enfin, l'air se raréfia. Le silence devint si profond qu'un supplicié même n'eût pas osé crier. Un eunuque souleva une tenture. Les soldats tremblèrent comme des feuilles, et la petite troupe entra dans la salle où trônait le Fils du ciel. C'était une salle dépourvue de murs, soutenue par d'épaisses colonnes de pierre bleue. Un jardin s'épanouissait de l'autre côté des fûts de marbre, et chaque fleur contenue dans ces bosquets appartenait à une espèce rare apportée d'au-delà des océans. Mais aucune n'avait de parfum, de peur que la méditation du dragon céleste ne fût troublée par les bonnes odeurs. Par respect pour le silence où baignaient ses pensées, aucun oiseau n'avait été admis à l'intérieur de l'enceinte, et on en avait même chassé les abeilles. Un mur énorme séparait le jardin du reste du monde, afin que le vent qui passe sur les chiens crevés et les cadavres des champs de bataille ne pût se permettre de frôler la manche de l'empereur. Le maître céleste était assis sur un trône de jade, et ses mains étaient ridées comme celles d'un vieillard, bien qu'il eût à peine 20 ans. Sa robe était bleue, pour figurer l'hiver, et verte pour rappeler le printemps. Son visage était beau, mais impassible comme un miroir placé trop haut qui ne reflétait que les astres et l'implacable ciel. Il avait à sa droite son ministre des plaisirs parfaits et à sa gauche son conseiller des justes tourments. Comme ses courtisans, rangés au pied des colonnes, tendaient l'oreille pour recueillir le moindre mot sorti de ses lèvres, il avait l'habitude de parler toujours à voix basse.
Dragon céleste, dit Wang Fo, prosterné. Je suis vieux, je suis pauvre, je suis faible. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as 10 000 vies, je n'en ai qu'une et qui va finir. Que t'ai-je fait? On a lié mes mains qui ne t'ont jamais nui. Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo, dit l'empereur. Sa voix était si mélodieuse qu'elle donnait envie de pleurer. Il leva sa main droite, que le reflet du pavement de jade faisait paraître glauque comme une plante sous-marine, et Wang Fo, émerveillé par la longueur de ses doigts minces, chercha dans ses souvenirs s'il n'avait pas fait de l'empereur ou de ses ascendants un portrait médiocre qui mériterait la mort. Mais c'était peu probable, car Wang Fo, jusqu'ici, avait peu fréquenté la cour des empereurs, lui préférant les huttes des fermiers, ou dans les villes, les faubourgs des courtisanes et les tavernes le long des quais où se querellent les portefaix. « Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo, reprit l'empereur en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait. Je vais te le dire. Mais comme le venin d'autrui ne peut se glisser en nous que par nos 9 ouvertures, pour te mettre en présence de tes torts, je dois te promener le long des corridors de ma mémoire et te raconter toute ma vie. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la chambre la plus secrète du palais, car il était d'avis que les personnages des tableaux doivent être soustraits à la vue des profanes, en présence de qui ils ne peuvent baisser les yeux. C'est dans ces salles que j'ai été élevé, vieux Wang Fo, car on avait organisé autour de moi la solitude pour me permettre d'y grandir. Pour éviter à ma candeur l'éclaboussure des âmes humaines, on avait éloigné de moi le flot agité de mes futurs sujets, et il n'était permis à personne de passer devant mon seuil, de peur que l'ombre de cet homme ou de cette femme ne s'étendît jusqu'à moi. Les quelques vieux serviteurs qu'on m'avait octroyés se montraient le moins possible. Les heures tournaient en cercle. Les couleurs de tes peintures s'avivaient avec l'aube et pâlissaient avec le crépuscule. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je les regardais, et pendant près de 10 ans, je les ai regardés toutes les nuits. Le jour, assis sur un tapis dont je savais par cœur le dessin, reposant mes paumes vides sur mes genoux de soie jaune, je rêvais aux joies que me procurerait l'avenir. Je me représentais le monde, le pays de Han au milieu, pareil à la plaine monotone et creuse de la main que sillonnent les lignes fatales des 5 fleuves. Tout autour, la mer où naissent les monstres, et plus loin encore, les montagnes qui supportent le ciel. Et pour m'aider à me représenter toutes ces choses, je me servais de tes peintures. Tu m'as fait croire que la mer ressemblait à la vaste nappe d'eau étalée sur tes toiles, si bleue qu'une pierre en y tombant ne peut que se changer en saphir, que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs, pareilles aux créatures qui s'avancent poussées par le vent dans les allées de tes jardins, et que les jeunes guerriers à la taille mince qui veillent dans les forteresses des frontières étaient eux-mêmes des flèches qui pouvaient vous transpercer le cœur. À 16 ans, j'avais vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis monté sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. J'ai commandé ma litière. Secoué sur des routes dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres, j'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver tes jardins pleins de femmes semblables à des lucioles, tes femmes dont le corps est lui-même un jardin. Les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans. Le sang des suppliciés est moins rouge que la grenade figurée sur tes toiles. La vermine des villages m'empêche de voir la beauté des rizières. La chair des femmes vivantes me répugne comme la viande morte qui pend au croc des bouchers, et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti, Wang Fo, vieil imposteur. Le monde n'est qu'un amas de taches confuses, jetées sur le vide par un peintre insensé, sans cesse effacé par nos larmes. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes, et je ne suis pas l'empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, vieux Wang, par le chemin de 1000 courbes et de 1000 couleurs. Toi seul règnes en paix sur des montagnes couvertes d'une neige qui ne fond pas, et sur des champs de narcisses qui ne peuvent mourir.
Et c'est pourquoi, Wang Fo, j'ai cherché quel supplice te serait réservé à toi, dont les sortilèges m'ont dégoûté de ce que je possède et donné le désir de ce que je ne posséderai pas. Et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux, puisque tes yeux, Wang Fo, sont les 2 portes magiques qui t'ouvrent ton royaume, et puisque tes mains sont les 2 routes aux 10 embranchements qui te mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris, vieux Wang Fo? En entendant cette sentence, le disciple Ling arracha de sa ceinture un couteau ébréché et se précipita sur l'empereur. 2 gardes le saisirent. Le fils du ciel sourit et ajouta dans un soupir « Et je te hais aussi, vieux Wang Fo, parce que tu as su te faire aimer. Tuez ce chien. » Ling fit un bond en avant pour éviter que son sang ne vînt tacher la robe du maître. Un des soldats leva son sabre et la tête de Ling se détacha de sa nuque, pareille à une fleur coupée. Les serviteurs emportèrent ses restes et Wang Fo, désespéré, admira la belle tache écarlate que le sang de son disciple faisait sur le pavement de pierre verte. L'empereur fit un signe et 2 eunuques essuyèrent les yeux de Wang Fo. « Écoute, vieux Wang Fo, fit l'empereur, et sèche tes larmes, car ce n'est pas le moment de pleurer. Tes yeux doivent rester clairs, afin que le peu de lumière qu'il leur reste ne soit pas brouillé par tes pleurs. Car ce n'est pas seulement par rancune que je souhaite ta mort, ce n'est pas seulement par cruauté que je veux te voir souffrir. J'ai d'autres projets, vieux Wang Fo. Je possède dans ma collection de tes œuvres une peinture admirable, où les montagnes, l'estuaire des fleuves et la mer se reflètent, infiniment rapetissés sans doute, mais avec une évidence qui surpasse celle des objets eux-mêmes, comme les figures qui se mirent sur les parois d'une sphère. Mais cette peinture est inachevée, Wang Fo, et ton chef-d'œuvre est à l'état d'ébauche. Sans doute, au moment où tu peignais, assis dans une vallée solitaire, tu remarquas un oiseau qui passait, ou un enfant qui poursuivait cet oiseau, et le bec de l'oiseau ou les joues de l'enfant t'ont fait oublier les paupières bleues des flots. Tu n'as pas terminé les franges du manteau de la mer, ni les cheveux d'algues des rochers. Wang Fo, je veux que tu consacres les heures de lumière qui te restent à finir cette peinture qui contiendra ainsi les derniers secrets accumulés au cours de ta longue vie. Nul doute que tes mains, si près de tomber, ne trembleront sur l'étoffe de soie, et l'infini pénétrera dans ton œuvre par ces hachures du malheur. Et nul doute que tes yeux si près d'être anéantis ne découvriront des rapports à la limite des sens humains. Tel est mon projet, vieux Wang Fo, et je puis te forcer à l'accomplir. Si tu refuses, avant de t'aveugler, je ferai brûler toutes tes œuvres, et tu seras alors pareil à un père dont on a massacré les fils et détruit les espérances de postérité. Mais crois plutôt, si tu veux, que ce dernier commandement n'est qu'un effet de ma bonté, car je sais que la toile est la seule maîtresse que tu aies jamais caressée, et t'offrir des pinceaux, des couleurs et de l'encre pour occuper tes dernières heures, c'est faire l'aumône d'une fille de joie à un homme qu'on va mettre à mort. Sur un signe du petit doigt de l'empereur, 2 eunuques apportèrent respectueusement la peinture inachevée de Wang Fo, celle où il avait tracé l'image de la mer et du ciel. Wang Fo sécha ses larmes et sourit, car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse. Tout y attestait une fraîcheur d'âme à laquelle Wang Fo ne pouvait plus prétendre. Mais il y manquait cependant quelque chose, car à l'époque où Wang l'avait peinte, il n'avait pas encore assez contemplé de montagnes ni de rochers baignant dans la mer leurs flancs nus, et ne s'était pas assez pénétré de la tristesse du crépuscule. Wang Fo choisit un des pinceaux que lui présentait un esclave et se mit à étendre sur la mer inachevée de larges coulées bleues. Un eunuque accroupi à ses pieds broyait les couleurs. Il s'acquittait assez mal de cette besogne, et plus que jamais Wang Fo regretta son disciple Ling. Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne, puis il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide. Mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne s'apercevait pas qu'il travaillait assis dans l'eau. Le frêle canot, grossi sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie.
le bruit cadencé des rames s'éleva soudain dans la distance, rapide et vif comme un battement d'ailes. Le bruit se rapprocha, emplit doucement toute la salle, puis cessa, et des gouttes tremblaient immobiles, suspendues aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge, destiné aux yeux de Wang, s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, immobilisés par l'étiquette, se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignait enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien Ling. Il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats. Mais il avait autour du cou une étrange écharpe rouge. Wang Fo lui dit doucement, en continuant à peindre, « Je te croyais mort. »« Vous, vivant, dit respectueusement Ling, comment aurais-je pu mourir ?» Et il aida le maître à monter dans la barque. Le plafond de jade se reflétait sur l'eau, de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface comme des serpents, et la tête pâle de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple, dit mélancoliquement Wang Fo, ces malheureux vont périr, si ce n'est déjà fait. Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. Que faire ? Ne crains rien, maître, murmura le disciple. Bientôt, ils se trouveront à sec et ne se souviendront même pas que leurs manches aient été jamais mouillées. Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. Et il ajouta, « La mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. » « Partons, dit le vieux peintre. Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. La cadence des avirons emplit de nouveau toute la salle, ferme et régulière comme le bruit d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes. Bientôt quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de jade. Les robes des courtisans étaient sèches, mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le rouleau, achevé par Wang Fo, restait posé sur la table basse. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot, mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fo qui flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis cessa, oblitéré par la distance. L'empereur, penché en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barque de Wang, qui n'était déjà plus qu'une tache imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle. Le sillage s'effaça de la surface déserte et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fo venait d'inventer.